Et si je vous disais que le soutien au massacre du 7 octobre n'a pas diminué, il a augmenté? Un sondage révèle qu'une majorité d'Arabes de l'autorité palestinienne soutient les attaques. Et cette augmentation ne se produit pas à Gaza, elle a lieu ici même en Judée et Samarie. Ce ne sont pas des ennemis lointains, ce sont nos voisins qui empruntent les mêmes routes, qui vivent à côté de chez nous. De plus en plus de personnes justifient le massacre des Juifs. Ce n'est pas une opinion marginale, c'est la majorité et elle ne cesse de croître. Il est temps d'affronter cette vérité terrifiante. Plongeons-y. Cette semaine dans Judication Shalom, bienvenue à nouveau sur JNS Télévision. Je suis Josh Astin, correspondant JNS News. Je suis ici au centre média de JNS à Jérusalem, la capitale éternelle de l'État d'Israël et du peuple juif. Oui, mes amis, le soutien au massacre du 7 octobre est en hausse. Cela, bien sûr, vient des territoires contrôlés par l'autorité palestinienne. Selon une étude récente, le soutien à l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas est passé de 50% à 53%. Un récent sondage réalisé par la People's Company for Polls and Survey Research a révélé, comme l'a rapporté le Jerusalem Post. Cela intervient malgré une baisse des attentes quant à une victoire du Hamas sur Israël, un Gazaoui sur 3 prévoyant une victoire israélienne dans le contexte d'un cessez-le-feu fragile négocié par les États-Unis. Donc, j'ai vu ces statistiques ici, et la première chose est la suivante. Dans l'ensemble, les habitants des zones contrôlées par l'autorité palestinienne soutiennent le massacre du 7 octobre. Les statistiques que j'ai consultées montraient en réalité que 70 à 80% des habitants des zones de l'autorité palestinienne soutenaient le massacre du 7 octobre et non 53%. Donc, je ne sais pas exactement d'où ils tirent ces statistiques. Mais cela étant dit, mettons ça de côté un instant. Si la base passe de 50% à 53%, cela confirme oui. En fait, plus d'Arabes soutiennent ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faut que vous compreniez quelque chose. Ce sont nos voisins, ce sont les personnes avec qui les Juifs voyagent sur les routes chaque jour. Ce n'est pas quelque part loin dans Gaza, ce n'est pas ça. Une clôture frontalière, d'ailleurs, nous a aidés le 7 octobre, même avec une coexistence seulement relative en Judée et Samarie. Tout comme les Arabes circulent sur nos routes et travaillent au supermarché Rami Levi, les Juifs peuvent entrer en zone A. Vous voyez ces grands panneaux rouges qui bloquent l'entrée aux Israéliens? Soyons clairs, nous avons installé ces panneaux car c'est dangereux. Après que 2 soldats de Tsahal soient entrés en 2000 et ne soient pas ressortis des zones contrôlées par l'autorité palestinienne, ils ont été assassinés et leurs corps ont été jetés par une fenêtre. La plupart de nos voisins soutiennent ou célèbrent le massacre des Juifs, c'est la réalité. Heureusement, Tsahal peut pénétrer ces lieux à tout moment et empêcher la plupart des attaques. Je devrais dire la grande majorité des attaques terroristes qui sont lancées depuis ces zones. Mais il est important de comprendre, c'est notre réalité. La majorité soutient le massacre des Juifs. Et ce sont ces personnes qui vivent à nos côtés au quotidien. Je veux passer à un autre sujet, je veux parler du terrorisme environnemental en Judée et Samarie. Depuis une semaine à Gush Etzion, j'ai dû dormir chaque nuit avec les fenêtres fermées. Et il y a une vague de chaleur ici en Israël, il y en a eu au cours de la semaine ou des 2 dernières semaines. Nous sommes en novembre et j'utilise la climatisation à Gush Etzion qui est habituellement assez frais. Mais c'est la réalité. Les Arabes des environs, à Bethléem et dans les villages alentours, rendent l'air irrespirable. C'est terrible, c'est inacceptable. Ils brûlent des ordures, ils brûlent des déchets. Qui sait ce qu'ils brûlent d'autre là-bas dans ces zones? Et je sais que la Knesset s'en occupe, comme l'a indiqué le ministère de la Protection de l'Environnement lors d'une réunion d'urgence tenue mardi. Le ministère de la Protection de l'Environnement a présenté un plan stratégique national pour prévenir ce qu'ils appellent la pollution transfrontalière et traiter les particularités environnementales dans la région de Judée et Samarie. Le principal problème est le brûlage des déchets qui perdure depuis de nombreuses années. L'organisation Regavim a documenté de tels brûlages depuis de très nombreuses années. Peut-être que quelque chose sera fait maintenant. Sur fond de gravité des nuances croissantes de brûlage de déchets dans les régions de Judée et Samarie et de leur impact sur la santé publique et l'environnement en Israël. Même si la supervision et la régulation des déchets en Judée et Samarie relèvent de l'administration civile. C'est la branche du ministère de la Défense qui gère la vie civile en Judée et Samarie.
Même s'ils sont responsables, le ministère de la Protection de l'Environnement a élaboré un plan stratégique avec ses partenaires afin de faire face à ce phénomène. Donc, cela doit arriver. Et ici, nous parlons de terrorisme, pas de terrorisme avec des armes à feu, mais de terrorisme par le feu et la destruction de la qualité de vie, rendant impossible de respirer le soir et la nuit dans toute la Judée et la Samarie. Imaginez avoir un enfant asthmatique sans pouvoir ouvrir la fenêtre pour de l'air frais. Et cette pollution pénètre dans les poumons des enfants. Elle affecte notre qualité de vie. Elle affecte. Comme je l'ai dit, je ne pouvais même pas ouvrir une fenêtre pour avoir de l'air frais. Je devais utiliser la climatisation ou un ventilateur de plafond. Mais cela doit cesser. Au final, cela doit cesser. C'est une autre forme de terrorisme, c'est délibéré. Le but ici est d'empoisonner les poumons des Juifs en Judée et Samarie. C'est ce qu'ils font ici et malheureusement ça marche. Ces personnes qui brûlent illégalement doivent être traduites en justice. C'est une autre forme de terrorisme et elle doit être éradiquée. Donc, j'espère que ce ministère de la Protection de l'Environnement fait bien son travail et qu'ils vont réellement mettre en place un mécanisme pour traiter le problème quotidien ou nocturne des Arabes de les autorités palestiniennes qui brûlent illégalement et empoisonnent l'environnement pour tout le monde. Prochaine histoire ici. 2 terroristes du Hamas ont été arrêtés cette semaine par des commandos de Tsahal. Je ne comprends pas, car selon les détracteurs d'Israël, le Hamas n'existe qu'à Gaza, pas en Judée et Samarie. C'est, comme je l'ai dit, un pur mensonge. Mais JNS a rapporté que des commandos israéliens ont arrêté 2 terroristes du Hamas dans la région de Shkem cette semaine lors d'un raid complexe sous couverture, selon l'armée israélienne. Le commando Duvdevan, sur la base de renseignements de l'agence de sécurité israélienne, a arrêté des suspects dans le camp de Balata et un autre quartier. Dans le cadre d'un effort coordonné par la brigade régionale de Samarie, les terroristes arabes, d'ailleurs, ont ciblé les Juifs israéliens en Judée et Samarie à 6343 reprises. C'était en 2024. En attendant de voir à quoi ressemblent ces chiffres, selon les données publiées par nos bons amis de Secouristes sans frontières ou Hatzalah, Judée et Samarie, comme on dit. Encore une fois, c'est notre réalité quotidienne là-bas. Et encore une fois, Dieu merci pour les forces de défense israéliennes qui ont accès aux zones A et B. Ils peuvent y entrer et ils le font chaque nuit pour arrêter les criminels et les traduire en justice. La semaine dernière, un groupe de parlementaires américains, changeant de sujet ici en Israël, a exprimé son soutien à la Judée et à la Samarie. L'association américaine, les Amis américains de Judée et Samarie, dédiée à faire connaître le cœur historique d'Israël, a clôturé une semaine de visite de parlementaires américains par une conférence coparrainée par JNS News à l'hôtel Inbal mercredi. Mercredi dernier, la conférence s'intitulait « L'avenir de la Judée et de la Samarie ». Elle a rassemblé des responsables américains, militants pro-Israël et dirigeants israéliens. Tous partagèrent la conviction que la Judée et la Samarie sont indissociables de la terre d'Israël et le droit de naissance du peuple juif. Maintenant, toute transparence. J'ai eu l'honneur d'animer cet événement à l'hôtel Inbal. Mais c'est incroyable de voir des délégations de représentants. Nous parlons au niveau des États, de sénateurs d'État et de responsables d'État. Des personnalités d'Hollywood et des Arabes conscients de la réalité. Changeons de sujet une fois de plus. Dans une société qui ne craint pas Dieu, tout est possible. Je ne sais pas à qui attribuer cette citation. Dans une société sans crainte de Dieu, tout devient possible. Et malheureusement, je parle de la société de l'autorité palestinienne. La société palestinienne. Est-ce que je dis que tous les Arabes sont mauvais? Bien sûr que non. Mais l'histoire suivante est tout à fait typique. Comme l'a rapporté JNS, un civil israélien a tiré et tué un homme palestinien au carrefour de Zaït, près de Kirat Arba, en Judée, lors d'une violente confrontation et d'une tentative de vol de voiture dans la nuit de lundi dernier. Selon la police israélienne, une première enquête a révélé que le civil a fait usage de son arme après avoir craint pour sa vie. Et c'est absolument essentiel. Lorsque vous craignez pour votre vie, vous pouvez riposter en légitime défense. Selon Winnet,
Des agents ont été appelés sur les lieux par 2 Israéliens qui ont signalé qu'en tentant de retirer une voiture en panne qu'ils avaient laissée au carrefour, une dépanneuse arabe était prête à emporter leur voiture qui était donc en panne. Soudain, une dépanneuse arabe est arrivée et ils tentaient de voler la voiture. Pendant que ces Israéliens cherchaient de l'aide pour remorquer leur voiture, lorsqu'ils se sont approchés des voleurs de voitures présumés, ils ont été attaqués. Les Arabes qui volèrent de la voiture ont tenté de tuer les Juifs qui étaient revenus récupérer leur voiture pour l'enlever après qu'elle soit tombée en panne à ce carrefour. La police déclare que lorsque la vie de l'un des civils a été mise en danger, il a tiré sur le suspect qui a été déclaré mort sur les lieux. Donc là, vous avez des criminels violents, des voleurs de voitures qui ont mis la vie des Juifs en danger et les Juifs ont réagi car ils craignaient pour leur vie. D'accord, mais retenez bien ce que je dis. Je vous garantis que l'Organisation des Nations Unies va retourner la situation et qualifier cela de violence des colons. Je n'ai pas vu de reportage des médias arabes ou grand public à ce sujet, mais je peux déjà vous dire ce qu'ils diront. Le titre dira « Juifs ou colons ». Plus clairement, « Des Juifs tuent un Arabe ». C'est ça le titre. Si c'est rapporté, vous pouvez le vérifier. Je n'ai toujours rien vu à ce sujet. Ça dira quelque chose comme « Des colons tuent un Arabe ». Ça omettra tous les détails. Ça ne dira rien sur le fait que ces individus essayaient de voler une voiture et qu'ils ont attaqué les Juifs qui essayaient de récupérer leur voiture. Vous pouvez sûrement le chercher sur Google pour voir les résultats. Mais je parierais, si j'étais un homme à parier, que cela va être rapporté comme de la violence de colons et ils vont l'ajouter à leur liste d'attaques. Et cela m'amène à ce dernier rapport qui est sorti, en fait, un rapport de l'Organisation des Nations Unies avec encore plus de statistiques bidons. Selon l'Organisation des Nations Unies, les colons israéliens ont mené au moins 264 attaques contre des Palestiniens. Je n'utilise pas ce mot en Cisjordanie ni ailleurs. En octobre, marquant le plus lourd bilan mensuel depuis que l'Organisation des Nations Unies a commencé à suivre de tels incidents en 2006. En d'autres termes, le mois d'octobre dernier, selon l'Organisation des Nations Unies, a été le pire mois de ces dernières années. Qu'est-ce que c'est environ 19 ans en termes d'attaques de Juifs contre des Arabes? Rappelons-nous ce que nous avons déjà dit dans l'émission. Qu'est-ce que l'Organisation des Nations Unies considère comme de la violence de la part des colons? Quand les forces de défense israéliennes éliminent un terroriste lors d'une attaque, c'est qualifié de violence des colons. Quand les Juifs se défendent, comme dans la dernière histoire, c'est aussi vu comme de la violence des colons. Lorsque des Israéliens montent sur le mont du Temple, le site le plus sacré du judaïsme, oui exactement, cela est considéré comme de la violence de la part des colons. Toutes ces choses font partie de cette statistique de l'Organisation des Nations Unies. Donc, lorsque vous voyez 264 attaques, il faut prendre cela avec des pincettes. Vous devez comprendre que l'Organisation des Nations Unies utilise ces chiffres gonflés, utilise des statistiques dans certains cas où l'armée israélienne tue un terroriste, et cela est automatiquement qualifié de violence des colons. Donc, encore une fois, ce rapport de cette organisation, de l'Organisation des Nations Unies, OSHA, qui vient juste de sortir, ils disent qu'il y a eu 9600 attaques de ce type depuis 2006, c'est le chiffre global. Donc, il faut prendre tout cela avec des pincettes et savoir d'où viennent vos statistiques. Ne pas croire lorsque les médias traditionnels présentent l'Organisation des Nations Unies comme source fiable sur la violence. Des incidents se produisent-ils? Bien sûr. Seuls 0,001% de la population les commettent. C'est la réalité. Mais vous l'ignorez. Vous penseriez que c'est un énorme problème. Je vais vous dire une chose. Allez regarder les statistiques du sud de Chicago. Prenons par exemple le week-end dernier, d'accord? Et là, vous verrez un vrai problème en termes de violence. Mais ici, c'est une minorité tellement marginale. Nous en avons déjà souvent parlé concernant la réalité. Quand les Juifs se défendent eux-mêmes, et qu'ils sont ensuite catégorisés comme des colons violents. Et nous n'allons pas entrer dans tous ces détails maintenant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se méfier des statistiques qui sortent. Il faut les prendre avec précaution car elles sont très exagérées. Et je viens de citer, il y a quelques minutes, était-ce plus de 6000 attaques menées par des Arabes contre des Juifs? Et ce sont de véritables attaques à coups de pierre, cocktails Molotov, bombes incendiaires et fusillades. Malheureusement, des Juifs ont été assassinés. Et quand je dis légitime, je ne parle pas des actes, je parle des statistiques. Et au final, il faut savoir d'où vous tirez vos informations. Je souhaite évoquer un article d'opinion paru la semaine dernière dans Haaretz.
Un commentaire de Nir Aiskovitz. Le titre affirme que Marwan Barghouti est un meurtrier. Israël devrait quand même le libérer. Selon cela, Nir Aiskovitz. Selon cette analyse, Marwan Barghouti est le seul assez populaire pour unir les factions palestiniennes sous l'autorité palestinienne à Gaza et en Cisjordanie après la guerre. Oui, c'est un meurtrier condamné, mais l'alternative, c'est le Hamas. Et voici la réflexion folle de l'extrême gauche. Ils pensent que le Hamas, ce sont de mauvais terroristes. L'autorité palestinienne, ils ne les appellent pas de bons terroristes, mais des gentils. Moi, je dis que ce sont des terroristes en costume. L'article est sous paywall, je ne peux donc pas le lire en entier. Mais rien qu'en se basant sur le titre et le sous-titre, tout est dit. Pourquoi diable Israël libérerait-il Marwan Barghouti, un meurtrier condamné? Il a été condamné pour au moins 5 meurtres, peut-être plus. Nous savons que l'autorité palestinienne est une organisation terroriste. Ils portent juste des costumes. Ils gèrent leur programme, payés pour tuer, et soutiennent ceux qui commettent des attaques terroristes meurtrières contre des juifs ainsi que leurs familles. Ils les paient selon une échelle variable en fonction du nombre de juifs qu'ils assassinent. Il est déjà assez difficile d'accepter qu'Israël ait libéré autant de terroristes lors de l'échange d'otages. D'accord, mais libérer le roi du terrorisme, Marwan Barghouti, serait perçu comme une faiblesse et n'inspirerait que plus de terrorisme et peut-être un terrorisme encore plus organisé, mené par Barghouti lui-même avec ses hommes de main. Hélas, c'est Haaretz. C'est prévisible. Libérer Marwan Barghouti serait une très mauvaise décision pour Israël. C'est la dernière chose dont nous avons besoin en ce moment. Comme je viens de le dire, c'est déjà assez grave. Nous avons tous ces terroristes qui courent partout après avoir été libérés. Oui, bien sûr, nous sommes très heureux. Les otages sont rentrés. Je comprends ce que cela implique. De nombreux terroristes ont déjà été libérés. Nous ne devrions pas libérer le chef des terroristes, Marwan Barghouti, malgré cette analyse dans Haaretz. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'était la judication de cette semaine. Je m'appelle Josh Astin, correspondant pour JNS News. Allez sur JNS Télévision pour découvrir le contenu incroyable que propose JNS. Rendez-vous sur jewishnewssyndicate.org pour suivre l'actualité d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Et merci aux personnes derrière les caméras. Yuri Svertsky, responsable de la station, Zach Sickerman et Esther Edin, producteur, et Ryan Lischitz. Bonne semaine à tous, soyez prudents, rendez-vous la semaine prochaine pour Judication sur JNS Télévision